faut verser 10% d'Utopia là. Oui, tu vois. Non, pas de projet. Alors, moi, à titre personnel, on m'a souvent dit qu'Universal War 1, enfin le lancement du projet Universal War, avait une petite tendance encyclopédie de la SF. J'aborde un nombre de sujets incalculables, le voyage dans le temps, la guerre spatiale, les extraterrestres, etc. Mais j'ai pas du tout pensé au cyborg. Je parle d'IA, enfin d'intelligence artificielle, ce genre de choses. Alors j'avoue que le cyborg, mais rien. Alors c'est amusant, parce que c'est donc un des rares trucs que j'ai pas mis dans mon histoire. Et alors sur le scénariste du film qu'on est en train d'essayer de faire d'après ça, scénariste américain installé, la seule transformation qu'il a apportée, c'est qu'il a transformé un personnage en cyborg. À croire qu'il n'y avait pas assez de choses déjà dans le récit, qu'il fallait en rajouter un. Et il a pris mon pire personnage, c'est là que ça devient intéressant, le fameux personnage du violeur, là, qui est très désagréable. Et il en a fait un cyborg pour justifier ses actes en disant que c'est toutes les drogues qui s'injectent pour supporter les augmentations militaires qui lui ont été greffées qui le rendent fou en fait. Comme si les fous par eux-mêmes n'existaient pas. Et c'est intéressant parce que voilà, moi j'ai été confronté au cyborg sur mon travail, mais pas de mon fait, mais à cause d'un spécialiste du scénario américain. Comme quoi. Et c'est un paradoxe parce que bon, dans Universal War, il y a quand même un certain nombre d'éléments typiques de la SF qui sont, on pourrait dire, pratiquement improbables. À savoir voyage dans le temps, paradoxe temporel, enfin toutes sortes de choses. D'ailleurs, tu le développes dans les BD. Il y a souvent des explications pour expliquer que en fait, le voyage dans le temps n'est pas possible ou que le paradoxe temporel ne l'est pas, et ainsi de suite. Bon. Et le cyborg est probablement technologiquement ce qu'il y a de plus facile à réaliser. Par contre, finalement, on a commencé. On a commencé et d'ici 10-20 ans, avoir des membres artificiels, par exemple, qui fonctionnent parfaitement, ne posera, à mon avis, pas de problème. Parce que là, on arrive déjà à avoir quand même, il y a 2 ans, on a réussi à créer des gens qui permettaient de monter un escalier, ce qui, quand même, était une performance au niveau technique. Là, on y arrive, clairement. L'œil artificiel, la dernière fois que j'ai sorti là-dessus, les gens, on arrivait à leur faire voir dans le cerveau des matrices de 8 points par 8 points. C'est pas grand-chose, hein. Mais quand on arrive à faire sentir 8 points sur 8 points, donc 36 pixels, bon, on a commencé l'informatique avec à peu près ça, hein, donc on sent bien qu'on est à quelques années de pouvoir afficher dans le cerveau des aveugles, entre autres, mais même de tout le monde, des images directement filmées ou même créées de toutes pièces. Hein. Donc on sent bien que toutes ces technologies-là sont au bord, et il y a une bonne partie des géants de l'informatique américain, dont Google en tête, qui dans leur manière d'envisager l'avenir, c'est aussi l'augmentation technologique de l'homme, qui travaille sur tout ça. Donc en effet, là on est au bord de l'homme bionique, il est à la porte. Quoi. Plus que l'intelligence artificielle. Ça répond un peu à ta question tout à l'heure, qui est pourquoi est-ce qu'on a peur des cyborgs. C'est que justement la question se pose toujours de qui est en train de présider à ces évolutions, pourquoi et dans quel but. Et dans ce cas-là, on est toujours un petit peu parano face à toutes ces... Alors c'est soit l'armée, d'un côté évidemment, l'armée qui est toujours le plus gros prescripteur d'avancées technologiques, soit des multinationales dont on n'est pas toujours persuadé qu'elles aient les meilleures intentions pour nous. En plus, moi je me demandais si les gens accepteraient de se faire amputer d'une jambe pour se faire passer par une jambe meilleure. Ça paraissait quand même un peu violent. Et quand on voit ce que les gens peuvent se faire subir physiquement avec la chirurgie aujourd'hui, se faire implanter des espèces de plaques de polystyrène sous les épaules pour ressembler à Hulk, on a un peu l'impression que le rapport au corps est en train de changer et qu'en effet, en plus, on aura des générations de plus en plus prêtes à subir éventuellement des ablations pour avoir des augmentations. Ceci dit, on n'est pas, à mon avis, obligé de passer par l'ablation. Il y a, d'une certaine façon, un cas de cyborg, donc d'homme augmenté, qui ne montre pas de traces extérieures. Ça serait tout simplement un homme qui serait bourré de nanotechnologie dans son circuit sanguin, qui permettrait d'avoir une meilleure oxygénation, de réparer les tissus. Bon, il serait hybride, donc il serait résolument cyborg, mais il n'y aurait aucune possibilité de le voir de l'extérieur. Je crois beaucoup plus à ces solutions-là dans l'avenir qu'aux plaques de métal rivetées qui défilent sur les écrans. C'est vrai qu'à travers les nanotech, on va aller de plus en plus vers des choses implantées à l'intérieur de l'organisme qui seront totalement invisibles, qui vraiment modifieront la vie au quotidien de tout le monde. La première idée étant pas forcément d'améliorer, d'augmenter, mais déjà de ramener toute une population à la normale. Et là-dessus, il y a un réel avenir qui lui est beaucoup moins effrayant que ce qui était évoqué tout à l'heure.
Universal War 1, je fais une vraie prédiction de cyborg dans le 2, puisque tout le monde a un implant de communication qui est l'exact équivalent de notre smartphone d'aujourd'hui. Donc, moi, quand le téléphone portable est arrivé, je me suis dit qu'il n'y aurait quand même pas grand monde pour prendre cette laisse, se prendre cette laisse autour du cou, être toujours disponible, les gens ont envie d'avoir un peu la paix. Et en fait, non, voilà, on est tous devenus on se demande qui est le patron parfois entre le smartphone et l'humain. Non, on se demande pas, on sait. Et voilà, donc il est probable en effet que c'est quelque chose hyper invasif qui serait d'avoir ça dans le cerveau directement connecté en direct. Je pense qu'il y aura quelques vieux, ça ne marchera jamais, et il y aura toute la jeunesse pour jeter dessus, parce que franchement, pouvoir faire Facebook en direct sans avoir besoin de taper, ce sera franchement génial. Il y a les Google Glass pour ça. Ouais, non, ça, il a toujours pas marché, justement. Ça, c'est intéressant. J'y pensais tout à l'heure pendant qu'on était en train de parler. Voilà un échec de la technologie, de l'augmentation de l'homme. Très visible. Pas voulu. Les gens arrivaient dans les restaurants, ils se faisaient agresser parce qu'ils avaient dit Google Glass. Et marqué sur leur visage qu'ils étaient en train de filmer autour d'eux. Donc les gens ne voulaient pas être observés, etc. Donc en effet, on sent bien que l'augmentation, elle devra être discrète. Ouais. Et on ne saura même pas qui est augmenté et qui ne l'est pas même, ce sera assez étonnant. Il va y avoir sans doute une phase de flottement où on croisera des surhumains et des humains en même temps. Je crois que les premières augmentations visibles pourraient venir par la médecine par contre. Je pense que les gens qui ont été amputés ou qui subissent un handicap hésiteront beaucoup moins à avoir des prothèses visibles si vraiment le retour à la normale dont on parlait, oui. Je crois que la médecine est un grand point d'entrée vers le cyborg. Mais pour nous, auteurs de bande dessinée, il n'y a rien de très visuel là-dedans. Donc c'est vraiment dans le fond, c'est dans le propos, mais à l'image, bande dessinée au cinéma, à l'image, finalement, on n'aura pas grand-chose de plus à montrer. Et encore moins qu'au cinéma, parce que tu parlais tout à l'heure de l'homme qui valait 3 milliards du travail sur la bande-son. Ça, on ne l'a pas en bande dessinée, la bande-son, donc on va devoir trouver d'autres moyens d'exprimer ça. Et ceci dit, c'est là où il y a un défi qui peut être marrant. Il est possible que pendant un certain temps, les deux avancées, soit par un plan nanotechnologique, soit par des grossières jambes, etc., cybernétiques, puissent fonctionner en même temps jusqu'à ce que l'un domine l'autre. C'est un peu comme pour l'essence, l'électricité, pour les voitures pendant une période, etc. Ça n'empêche pas l'un et l'autre, puis c'est le meilleur qui gagne au final, quoi. Pour repartir sur le sujet de la représentation, parce que finalement le fantasme passe quand même par l'acceptation visuelle ou auditive ou autre. C'est vrai que en cinéma, c'est quand même beaucoup plus facile de le faire passer, ne serait-ce que parce qu'on en parlait l'autre jour pour le robot, on a le mouvement qui permet quand même déjà de donner une information et qu'il y a le son. Pour la BD, et on le voit aux images, ça c'est ce que j'ai trouvé en fait sur internet, et je me suis aperçu que d'abord il y a quand même beaucoup de super-héros qui étaient en humain augmenté, parce que ça permet déjà, ce sont des personnages finalement qui sont hors du commun, parce que souvent avec des apparences physiques très musculeuses, et donc rajouter quelques plaques de métal finalement ça ne joue pas grand chose en bizarrerie, mais on a assez peu de personnages qui soient ordinaires avec une apparence de cyborg. Sauf dans certains cas, et là encore on revient à la culture japonaise qui utilise énormément cette imagerie. En France, finalement, on pourrait se poser la question, il n'y a pas beaucoup d'exemples, ni en BD ni en cinéma, il y en a un peu, mais pas tant que ça, si on compare avec États-Unis et Japon. Pourquoi ? Oui, Valérie, pourquoi? Oui, répondez. Excellente question. Je sais qu'à titre personnel, j'ai jamais travaillé sur le cyborg, mais c'est vrai que c'est pas un thème qui m'inspirait à proprement parler. J'ai même un peu paniqué, j'avoue, quand on a invité cette table ronde. Parce que c'est vrai que dans la BD, j'en voyais très peu à part le métabaron. Et pourquoi peut-être des problèmes de représentation dont tu parlais, ou peut-être que dans la BD, on peut faire des choix un peu plus radicaux, c'est savoir séparer ou parler de robots ou parler d'humains. Et pour parler du monstre, peut-être en venir à des créatures fantastiques qui sont peut-être plus faciles à représenter en BD, comme le monstre Frankenstein, qui est un peu le grand-père de tous les cyborgs. Peut-être des créatures comme ça. Mais je n'ai pas vraiment de réponse à ça. Je crois que...